Aujourd'hui, nous allons vous raconter 5 véritables histoires, des attaques animales les plus troublantes dans la forêt amazonienne. Des rencontres mortelles avec des jaguars, aux morsures de serpents terrifiantes, ces incidents révèlent les dangers cachés de la plus grande jungle du monde. Restez avec nous pour explorer ces récits glaçants de survie et de perte dans l'Amazonie sauvage. Le 27 juillet 2022, dans une région reculée de Brasil Novo, en pleine Amazonie brésilienne, une tragédie a secoué la communauté, la plongeant dans le choc et la douleur. Voici l'histoire de Dierlissom Oliveira Paiva, un garçon de 10 ans qui a été la victime d'une attaque brutale par un jaguar sauvage. Ce jour-là, Dierlissom était parti pour l'une de ses sorties de pêche habituelles à un étang proche de chez lui. La forêt dense et l'éloignement de l'étang en faisaient un endroit paisible mais risqué pour un enfant seul. Au fil de l'après-midi, l'inquiétude de ses parents grandissait car ils ne rentraient pas à l'heure habituelle. Alors que le crépuscule approchait et que leur fils n'était toujours pas rentré, le père de Dierlissom décida de partir à sa recherche. Muni d'une lampe torche, il pénétra dans la forêt, appelant son nom et suivant le chemin qui menait à l'étang. Bientôt, des voisins inquiets le rejoignirent, redoutant le pire. Après des heures de recherche tendue, ils tombèrent sur quelque chose de glaçant. Près de l'étang où Dierlissom avait l'habitude de pêcher, ils trouvèrent ses sandales et quelques vêtements, tous tachés de sang. La panique s'installa alors que l'ampleur de la situation devenait claire. Ils poursuivirent leurs recherches et, à environ 50 mètres des objets ensanglantés, ils découvrirent le corps sans vie de Dierlissom. Le spectacle était atroce. Le visage de Dierlissom était gravement défiguré, portant les signes indubitables d'une attaque sauvage. Son petit corps portait des marques de grandes griffes et de morsures profondes. Il était évident qu'il avait été traîné loin de l'étang. Les preuves ne laissaient aucun doute. Ces blessures correspondaient à une attaque d'animal sauvage et compte tenu des observations fréquentes dans la région, un jaguar était immédiatement soupçonné. La communauté de Brasil Novo fut sidérée par la brutalité de l'attaque. Bien que les jaguars soient connus pour habiter la région, les incidents avec les humains étaient rares. La police, sous la direction des délégués Walisson Damasceno et Enison Jacob, fut appelée pour enquêter. Les autorités recueillirent des preuves sur les lieux, y compris de grandes empreintes de pattes près du corps et des signes indiquant que le garçon avait été traîné, pointant vers une attaque de jaguar. Le corps de Dierlissom fut transporté à Altamira pour une autopsie afin de confirmer la cause de sa mort. Cet examen était essentiel non seulement pour établir les circonstances exactes de sa mort, mais aussi pour apaiser une communauté en proie à la terreur. La nouvelle de la mort de Dierlissom se répandit rapidement, suscitant peur et colère parmi les habitants. Bien que les jaguars fassent naturellement partie de l'écosystème, ils étaient désormais perçus comme une menace directe. Dans leur chagrin et leur colère, un groupe d'habitants décida de prendre les choses en main. Ils organisèrent une chasse pour retrouver et tuer le jaguar qu'ils pensaient être responsable de l'attaque. La chasse ne dura pas longtemps. Le groupe trouva et tua bientôt un rare jaguar noir. L'animal portait une profonde entaille au cou, suggérant une lutte violente. Cependant, cette action souleva des questions sur la légalité et la moralité de leurs réponses. Le délégué, Enison Jacob, souligna que bien que les actions de la communauté aient été motivées par la peur et le désir de vengeance, chasser et tuer l'animal sans menace directe ou en état de légitime défense n'était pas justifié. Cette mise à mort du jaguar nécessita l'ouverture d'une nouvelle enquête pour maltraitance de la faune sauvage. Les autorités peinaient à équilibrer l'enquête sur la mort tragique de Dierlissom avec les conséquences de la réaction de la communauté. Le père de Dierlissom s'exprima à l'équipe de TV, Valdo Singu, exprimant son chagrin indescriptible. Il décrivit son fils comme un garçon très joyeux, proche de sa famille et plein de vie. La perte avait laissé un vide que les mots ne pouvaient combler. La population de jaguars dans la région, en particulier celle du jaguar noir, est une espèce rare et protégée. La perte tragique d'un enfant devait être mise en balance avec la conservation d'une espèce cruciale pour la biodiversité de l'Amazonie. Selon un rapport de 2015, il reste environ 600 jaguars noirs à l'état sauvage. La mise à mort de cet animal, bien que motivée par la peur et la colère immédiate, pourrait avoir des conséquences à long terme pour les efforts de conservation de la faune locale. Le 1er janvier 2024, les habitants de Costa Marques, dans l'état de Rondônia, au Brésil, ont découvert les restes squelettiques d'Oder Rache, un batelier de 46 ans, sur la rive du fleuve Guaporé. Il avait disparu quelques jours plus tôt alors qu'il transportait du bétail sur le fleuve.
Son corps avait été dépouillé de presque toute chair et de tous ses organes, mais ses vêtements, un t-shirt rouge, un jean bleu et des bottes marron étaient restés intacts. Cette découverte troublante a déclenché une enquête policière pour comprendre comment Rash s'était retrouvé dans le fleuve et ce qui avait causé sa mort. Rash avait été vu pour la dernière fois en train de transporter du bétail sur son bateau avec un conseiller municipal local, le propriétaire du bétail et d'autres personnes non identifiées. Plus tard, son bateau fut retrouvé à la dérive sans lui. L'état intact de ses vêtements suggérait qu'il était probablement inconscient ou déjà mort lorsqu'il est entré dans le fleuve, permettant ainsi aux piranhas de le dévorer sans perturber ses habits. Ce détail soulevait encore plus de questions sur la manière dont il avait fini dans l'eau. Les autorités ont commencé à enquêter sur les circonstances entourant la mort de Rash en se concentrant sur la possibilité que de l'alcool soit impliqué. Il a été rapporté que l'équipage aurait pu être en état d'ivresse, mais cela n'avait pas été confirmé. La police prévoyait d'interroger l'équipage ainsi que d'autres personnes susceptibles d'avoir été présentes lors de l'incident pour recueillir plus de détails. Les experts ont noté que les piranhas attaquent généralement pour des raisons territoriales plutôt que pour se nourrir, mais qu'ils peuvent être féroces lorsqu'ils sont provoqués. La police faisait face à de nombreux défis pour résoudre l'affaire Rash. L'état de ses restes et les circonstances de sa disparition suggéraient que cette affaire était plus complexe qu'on ne le pensait au départ. Les habitants restaient avec de nombreuses questions et craintes. Comment Rash, un batelier expérimenté, avait-il pu se retrouver dans l'eau sans que personne ne le remarque ? L'alcool a-t-il joué un rôle dans sa chute ? Y avait-il d'autres dangers dans le fleuve qui avaient contribué à sa mort ? Le 3 janvier 2023, Claire Baye, une femme de 28 ans originaire de Bedminster, Bristol, entreprit une excursion dans la jungle amazonienne près de Santa Rosa de Yacuma, en Bolivie. Accompagnée de son ami Louis, Claire était à mi-parcours d'un voyage de 7 mois à travers l'Amérique du Sud et centrale en quête d'aventure et de découverte. Ce qui devait être une simple exploration s'est transformé en une expérience terrifiante qui a bouleversé sa vie à jamais. Le groupe de touristes fit une pause près d'une rivière connue pour ses dauphins roses d'eau douce. À la différence de leurs homologues océaniques, ces dauphins possèdent de longs becs et des dents acérées. Malgré leur apparence quelque peu intimidante, ils étaient généralement considérés comme amicaux. Claire, une passionnée de natation, se joignit avec enthousiasme aux enfants et aux touristes dans la rivière. Cependant, elle devint mal à l'aise en voyant un enfant essayer de soulever un dauphin provoquant son stress. Gênée, elle retourna sur le ponton et commença à jouer avec les dauphins en utilisant une bouteille d'eau, comme leur guide l'avait suggéré. Mais la situation prit une tournure dramatique lorsque Claire fit accidentellement tomber la bouteille dans l'eau trouble. Sans réfléchir, elle plongea pour la récupérer. Soudain, une douleur vive traversa son pied droit. Un dauphin rose venait de la mordre, serrant son pied entre ses dents. Claire hurla alors que le dauphin tenait son pied dans une prise d'acier pendant ce qui sembla une éternité, mais qui ne dura qu'une vingtaine de secondes. Son pied était tordu et déchiqueté, laissant voir les os et la peau pendante. Enfin, le dauphin lâcha prise et s'éloigna. Claire, désormais en proie à une douleur intense et saignant abondamment, fut aidée à sortir de l'eau par ses compagnons de voyage. Son pied était gravement blessé, avec les tendons exposés. Elle fut transportée en urgence dans un hôpital à proximité, à seulement 5 minutes de là, mais loin des installations bien équipées auxquelles elle était habituée au Royaume-Uni. L'hôpital manquait de fournitures médicales de base et était en mauvais état. Le personnel, bien que bienveillant et faisant de son mieux, n'avait aucun antidouleur à offrir à Claire. Ils recousirent de son pied, avec 32 points de suture sous anesthésie locale, dans des conditions loin d'être idéales. Claire dut se rétablir dans une chambre sans moustiquaire, augmentant les risques d'infection. En quelques jours, l'état de Claire se détériora alors que son pied s'infectait gravement. Après des appels désespérés à l'ambassade britannique, Claire fut évacuée par avion à l'hôpital Sémé de la Passe, où elle subit une opération pour nettoyer la plaie et retirer les tissus morts. L'opération laissa un grand trou dans son pied, et Claire passa 2 semaines à l'hôpital avant de rentrer au Royaume-Uni. Cependant, son combat était loin d'être terminé. En Angleterre, les médecins découvrirent que l'infection persistait. Claire subit une autre intervention chirurgicale pour nettoyer la plaie, ainsi qu'une opération complexe de lambeaux de peau à l'hôpital Southmead de Bristol, utilisant du tissu prélevé de son aine pour restaurer la circulation dans son pied. Sa récupération fut difficile et laissa Claire incertaine quant à sa future mobilité. Les cicatrices psychologiques étaient aussi profondes que les cicatrices physiques. Claire souffrait de flashbacks quotidiens de l'attaque et chercha une thérapie pour faire face à son traumatisme. Autrefois passionnée de natation en milieu sauvage, elle trouvait désormais impensable l'idée de nager avec des dauphins.
L'épreuve l'avait profondément secouée, la laissant perdue et incertaine quant à son avenir. Les enquêtes sur l'incident révélèrent que Claire n'était pas la seule victime. D'autres touristes avaient signalé des attaques similaires par les dauphins dans la rivière, malgré de nouveaux panneaux d'avertissement. L'agressivité inhabituelle des dauphins intriguait les autorités, laissant de nombreuses questions sur les raisons de leur comportement violent. Le 7 février 2010, à Guajará-Mirim, une ville de l'Amazonie brésilienne, une tragédie s'est déroulée un après-midi ensoleillé de dimanche. Vers midi, 7 enfants du quartier sont allés se rafraîchir dans le premier Igarapé, un petit canal formé par les inondations saisonnières des rivières Mamoré et Novo Pacaas. Cet endroit était généralement un refuge rafraîchissant contre la chaleur intense. Parmi les enfants se trouvait une fille de 11 ans qui décida de nager un peu plus loin du groupe. Sans qu'il le sache, un caïman noir rôdait à proximité. Soudain, le reptile surgit de l'eau et saisit la fillette dans ses puissantes mâchoires. Un pêcheur, témoin de la scène, décrivit ce moment terrifiant. « J'ai vu le reptile avec une fille prise dans sa gueule, puis il a disparu. » Son témoignage fut l'un des rares récits de cet événement tragique. Les autres enfants, les terrifiés, crièrent et se précipitèrent sur la rive pour demander de l'aide. Les services d'urgence furent rapidement contactés. Policiers, pompiers et habitants arrivèrent pour chercher la fillette disparue. Leurs appels désespérés résonnaient partout alors qu'ils fouillaient la zone, mais il n'y avait aucun signe immédiat de la fillette ou du caïman. Les heures passèrent sans résultat et la rivière, autrefois paisible, devint un rappel angoissant du danger caché en dessous. En soirée, l'espoir semblait s'amenuiser, mais vers 20h, un habitant repéra des bulles et des mouvements inhabituels à environ 100 mètres du lieu de l'attaque. Armé d'un fusil de calibre 12, il tira sur l'eau. Le caïman apparut, tenant encore la fillette sans vie dans ses mâchoires. Le caïman noir était un prédateur massif, mesurant environ 4 mètres de long et pesant environ 350 kg. Il fallut 7 coups de feu pour tuer l'animal avant que le corps de la fillette ne puisse être récupéré. Son petit corps était toujours enserré dans les mâchoires du caïman, un témoignage sinistre de la puissance de la créature. Son corps fut emmené à la morgue de l'hôpital régional. L'autopsie révéla des blessures graves, des plaies profondes sur le thorax, les membres inférieurs et les fesses, infligées par les dents du caïman. Son fémur droit était fracturé et ses poumons étaient remplis d'eau, confirmant que la noyade était la cause du décès. Contrairement à de nombreuses attaques de crocodiliens qui se soldent souvent par de larges lacérations ou des membres sectionnés, cet incident laissa le corps de la fillette relativement intact. Cela s'explique probablement par le fait que le caïman fut tué avant de pouvoir la dévorer entièrement. Les résultats du médecin indiquèrent que la fillette fut immédiatement entraînée sous l'eau après avoir été saisie et y resta pendant des heures, ce qui entraîna sa noyade. Le caïman noir est un prédateur de premier ordre dans le bassin amazonien, réputé pour sa discrétion et sa puissance. Ces reptiles peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à une demi-tonne. Leurs 70 à 80 dents ne servent pas à mâcher, mais à saisir avec une force incroyable, rendant presque impossible toute évasion une fois que leur proie est capturée. Les caïmans utilisent leur camouflage pour approcher leur proie sans être remarqués, attaquant soudainement et entraînant leurs victimes dans des eaux plus profondes. Les proies plus petites sont avalées entières, tandis que les proies plus grandes sont noyées et conservées sous l'eau jusqu'à ce qu'elles se décomposent, permettant ainsi aux caïmans de les consommer morceau par morceau. Ce cas illustra tragiquement cette méthode de chasse brutale, la fillette restant dans la gueule du caïman pendant des heures avant d'être récupérée. Les inondations saisonnières rapprochent la faune, y compris des prédateurs dangereux comme les caïmans des habitats humains. Cette proximité augmente le risque d'attaque, soulignant la nécessité de reconsidérer la sécurité de ces zones pendant les saisons de crue. Le matin du 26 octobre 2023, Cicero José de Oliveira, un père de 3 filles âgées de 43 ans, se trouvait en pleine forêt amazonienne. Envoyé pour mesurer une propriété le long du fleuve Juma, dans l'état d'Amazonas, au Brésil, Cicero était un habitué de la jungle. Cependant, ce jour-là allait mettre à l'épreuve son endurance et sa volonté de survivre comme jamais auparavant. Cicero était accompagné de 2 compagnons et ils approchèrent de la fin de leur mission de 5 jours. Les provisions étaient presque épuisées et ils se préparaient pour le long retour vers la ville la plus proche, située à plus de 30 km. La forêt était dense et foisonnait de vie. Parmi les créatures les plus redoutées de cette vaste étendue sauvage se trouve le Surucucu pico de Jaca, également connu sous le nom de laquais des forêts. Ce serpent est la plus grande vipère venimeuse des Amériques, capable d'injecter une dose mortelle de venin en une seule morsure. Alors qu'il marchait le long du fleuve Juma, le silence de la forêt fut soudainement brisé. Sans avertissement,
Le serpent attaqua, ses crocs s'enfonçant dans le mollet gauche de Cicéro. Il ressentit une sensation aiguë et pénétrante, mais aucune douleur immédiate. En baissant les yeux, il vit le sang couler de la morsure. Stupéfait et confus, Cicéro réalisa la gravité de la situation lorsqu'un de ses compagnons identifia le serpent. La douleur commença à s'intensifier rapidement, et sa jambe se mit à enfler sévèrement. Malgré l'inconfort croissant, Cicéro savait qu'il devait avancer. Ils étaient loin de toute aide, et le temps jouait contre eux. Après avoir réussi à marcher environ 1 kilomètre, Cicéro s'effondra. La douleur était insupportable et sa jambe devenait paralysée. L'un de ses compagnons, un bois indigène, partit dans la forêt pour chercher de l'aide, laissant Cicéro et l'autre compagnon derrière. Cicéro avait peu de nourriture restante, juste un peu de farine de manioc. Il perdait du sang et se sentait de plus en plus faible. La situation était critique. Il dut endurer les jours suivants avec un minimum de nourriture et la menace constante que le venin ne se répande davantage dans son corps. Son état s'aggravait au fil de l'attente, espérant que l'aide arrive à temps. La nouvelle de la situation de Cicéro finit par atteindre les autorités. L'agence environnementale fédérale, IBAMA, fut alertée et 2 secouristes furent envoyés pour le trouver. La mission était risquée. Les secouristes ne pouvaient pas atteindre Cicéro par hélicoptère à cause de la densité de la canopée forestière. Ils durent continuer à pied. L'un des secouristes, Géphite Cordeiro Ambrosio, s'était documenté sur le Surucucu avant de partir. Il comprenait la gravité de la situation et l'urgence requise. Il ordonna à son équipe de rester calme et concentré. Pendant ce temps, Cicéro et son compagnon restant luttaient pour survivre. 2 jours s'étaient écoulés et ils avaient épuisé leurs maigres provisions. Ils en vinrent à manger des cœurs de palmiers des arbres voisins. Lorsque l'eau vint à manquer, l'espoir de Cicéro commença à s'évanouir. Il se battait pour rester conscient, déterminé à ne pas céder aux effets du venin. Au 4e jour, une lueur d'espoir apparut. Le bois indigène avait réussi à envoyer leurs coordonnées aux frères de Cicéro, Ananias Oliveira Sodré. Ananias rassembla rapidement 4 amis et ils se mirent en route pour retrouver Cicéro. Ils parcoururent plus de 10 kilomètres dans la jungle dense avant de finalement le localiser. Cependant, ils n'avaient pas l'antivenin nécessaire. Les secouristes savaient qu'ils devaient agir vite. Ils commencèrent à porter Cicéro, se relayant pour supporter son poids. Le voyage était éprouvant et Cicéro devenait de plus en plus faible. L'hôpital était encore à plus de 16 kilomètres et chaque pas semblait une course contre la montre. Alors qu'ils luttaient à travers la jungle, l'équipe de secours d'Ibama les rejoignit enfin. Géphite Cordeiro Ambrosio s'approcha de Cicéro et lui demanda d'évaluer son niveau de douleur. Sur une échelle de 0 à 10, quelle est l'intensité de la douleur ? Demanda-t-il. Cicéro répondit 9. Ils administrèrent immédiatement l'antivenin et des analgésiques. Cicéro s'allongea sur le sol de la forêt, submergé de soulagement. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit de l'espoir. Imaginez que vous êtes à plus de 16 kilomètres de tout en plein milieu de la forêt, et puis, de nulle part, vous buvez de l'eau froide et mangez du pain et du salami, se souvint-il plus tard. J'ai pleuré de bonheur. Ils commencèrent la tâche ardue de le porter hors de la jungle. Ils marchèrent encore 16 kilomètres, atteignant finalement une route où ils purent le transporter jusqu'à un hôpital dans sa ville natale de Careiro. Cicéro fut admis et commença le lent processus de rétablissement. Il passa 10 jours à l'hôpital, recevant un traitement pour la morsure de serpent et les effets du venin. Malgré la gravité de son épreuve, Cicéro resta optimiste. Il attribua sa survie à une intervention divine, déclarant « C'était un miracle dans ma vie, direct de notre bon Dieu ». Cicéro fait maintenant face à une longue route vers la guérison, y compris la physiothérapie pour retrouver l'usage complet de sa jambe. Il est déterminé à marcher à nouveau sans douleur et à reprendre sa vie normale.